On ne perd pas de temps, on commence tout de suite l'épisode. On a eu des petites galères techniques, donc on va pas. Ouais, les petits aléas du direct. Et ouais, ça arrive, mais on est même pas en direct. Non, c'est vraiment, c'est les aléas tout court, les aléas du média. On est avec Sixtine aujourd'hui, comment ça va ? Bah ça va super, et vous ? Ça va bien, ça va mieux maintenant que mon micro il marche. On va pouvoir m'entendre dans cet épisode, ça va beaucoup mieux. Et toi, ça va ? T'as pas trop couru de partout ? Si, mais bon, comme d'habitude, donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Hein. Donc écoutez. C'est aussi que ça se passe bien. C'est aussi que ça se passe bien. Ouais, je préfère que ça court partout parce que ça se passe bien que l'inverse. Exactement. Bon, présente-toi pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on aime bien quand même le rappeler. Alors, je m'appelle Sixtine, j'ai 22 ans, j'ai cofondé un média qui s'appelle Le Crayon, qui est aujourd'hui le premier média de débat des jeunes. Et à côté, on a monté 2 agences. Une agence qui s'appelle Le Surligneur, qui est une agence de RP et personal branding, principalement d'entrepreneurs et de C-levels, en gros de faire en sorte qu'ils deviennent des leaders d'opinion de leurs industries. Et après, une autre agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique. En gros, toutes les grosses actions coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux. Et là, c'est plus avec des grosses entreprises, donc c'est plus du B2B et okay. Voilà. Donc toi, t'as commencé par le média d'abord ? Ouais, exactement. Donc Le Crayon. C'est un truc de passionné, le média. Il faut aimer ça. Hein. Il faut aimer ça, effectivement. Comment t'as commencé ? J'ai eu l'idée quand j'étais en terminale en Suisse à Lausanne, parce que je suis passionnée de politique et que les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler étaient mes profs. Je me suis dit, il faut un média qui parle aux jeunes. J'en ai parlé avec mon frère Valran qui lui faisait déjà de l'entrepreneuriat, et puis en fait Jules et Antonin sont arrivés, puis en fait c'est comme ça qu'on a lancé tout le projet. T'as vécu à Lausanne ? Ouais, exactement. Ouais, moi aussi. J'ai fait le PFL. Mais non, ok, non. Trop bien. Bah écoutez, aujourd'hui t'es là un peu pour parler un peu de tes motivations, vu que nous on fait venir pas mal d'entrepreneurs dans ce podcast. On leur fait parler un peu de voilà, c'est quoi qui les a poussés à devenir entrepreneurs, surtout quand ils étaient jeunes, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile quand t'as pas les ressources, quand tu sais pas trop où aller. Donc on va parler motivation, on va parler de toi, tes réussites, de tes échecs aussi, s'il y en a. Donc je sais pas, est-ce que tu avais une question pour commencer ? Peut-être c'est quoi comment t'as commencé, à quel moment tu t'es considéré comme entrepreneur ? Ça, c'est une très bonne question. À quel moment je me suis considérée comme entrepreneuse ? Je pense que c'était au moment où on a déposé juridiquement la société. Là, c'était je me rappelle très bien parce que c'était le jour de mon anniversaire, c'était il y a 2 ans, le 12 juillet. Et là, c'était bizarre. On avait commencé à avoir nos premiers salariés. On avait déjà avant des petits stagiaires, mais c'était pas des vrais gens avec qui on pouvait s'imaginer rester des années. Dès que t'as buzzé la boîte, vous avez direct recruté. On avait déjà avant quelques petits stagiaires, parce qu'on avait, je sais plus si on était avant ou en même temps, bon, je sais plus. On avait des petits stagiaires de 2 mois, donc tu vois les trucs classiques. Et après, en fait, on a commencé à avoir des salariés, et puis tout s'est enchaîné en fait assez vite. C'était il y a 2 ans, ouais. C'est dingue. Donc c'était le statement pour toi, de dire ok, là je me lance dans l'aventure. Exactement. Ouais, exactement. Et vous avez commencé par qui ? Quel était votre premier invité ? Le tout premier, c'était François-Xavier Bellamy ou Bardella, j'ai un doute. Ok. Le tout premier. On avait eu de la chance de pouvoir les avoir et en fait à chaque fois ça s'était méga bien passé avec eux, donc ils nous recommandaient à d'autres et en fait ainsi de suite. C'est comme ça que ça a commencé. Mais au début on tournait dans la chambre de dans l'appartement de Valran qui était un tout petit appart. En fait ça ne ressemblait à rien visuellement. Ça me rappelle des débuts. On tournait au téléphone. C'était une catastrophe. Mais c'est ça. Mais tu commences toujours quelque part. Comment t'as réussi à les avoir, à les débaucher ? Juste le culot à l'époque. C'était pas plus compliqué que ça. Ils répondaient. On n'était pas dans une période électorale, donc en fait c'était assez facile. Ouais. Donc t'as commencé à quel âge ? J'avais 18 ans. 18. Ouais. Wow. Fort. Et comment tu t'arrives à te faire une place à 18 ans et surtout peut-être, je sais pas si en tant que femme c'est plus compliqué dans la politique. Enfin, toi t'avais un média, mais est-ce que t'étais perçue à ta juste valeur ou est-ce que les gens étaient très condescendants avec toi ? Alors être une femme n'a jamais été un handicap, au contraire, moi ça a toujours été une grosse force, parce que je pense que soit les gens te sous-estiment ou alors ils ne pensent pas que tu pourrais vraiment bien t'y connaître, donc en fait tu les couches encore plus facilement, donc c'est vraiment hyper satisfaisant. Non, au début j'ai eu ça, des petites remarques un peu bizarres, mais plus de corps enseignant que j'avais dans les études supérieures, qui en fait il y avait un peu soit de crise, un peu de jalousie alors que le projet existait à peine, ou alors des remarques hyper malveillantes. En fait c'est juste parce que eux-mêmes étaient pas bien dans leur peau, donc en fait ça expliquait juste ça. Donc au contraire, je me disais si ça énerve déjà les types alors que on est à peine au début, c'est que c'est génial. Et puis aujourd'hui, j'avais recroisé quelqu'un avec qui j'avais été dans l'école et qui gérait un petit peu l'école et qui genre d'un coup, c'était plus tout le même discours, un peu en train de me brosser dans le sens du poil et j'étais en mode putain, c'est ouf comme les rôles s'inversent, c'est n'importe quoi, tu vois. Et c'est hallucinant, mais après non, de toute façon, t'en auras toute ta vie des gens qui en fait te jalouseront, te critiqueront dans ton dos, seront malveillants et en fait, c'est même plus triste pour eux parce que ça représente juste que eux sont pas bien dans leur propre peau et qu'en fait, ils sont pas heureux dans leur vie, c'est tout. Donc en fait à la fin tu t'es juste plus triste pour eux qu'autre chose quoi. Et Valorant c'est ton grand frère, c'est ça ? Ouais. Ok, et lui il était déjà un peu dans ce monde-là Exactement. au moment où toi, Alors pas dans le monde des médias, mais avant il avait une boîte dans l'événementiel
avec son ancienne petite amie. Donc en fait, il faisait déjà de l'entrepreneuriat, il gagnait déjà de l'argent comme ça. Mais c'était pas un projet de vie. Il se voyait pas faire toute sa vie là-dedans. Juste, Valorant, c'est un mec qui adore bricoler des trucs et il adore ça. Il est pas fait pour un système académique normal. C'est pour ça que il a jamais fait des études. Enfin, il a fait la Sorbonne, mais en fait, vu le niveau intellectuel qu'il a et le cerveau qu'il a, il aurait pu faire n'importe quelle étude au monde tellement il est brillant. Mais juste, ça ne lui convenait pas. Le système actuel ne lui convenait pas. C'est un mec qui est fait pour faire l'entrepreneuriat. Tu vois, il peut pas être non-stop avec des profs qui te gueulent dessus. Enfin, Valorant, il est pas du tout fait pour ce mood-là. Donc, du coup, vous avez fait une PNL, vous avez dit, viens, on fait ça en famille. C'est un peu ça. On prend tout, on baise le monde. Surtout qu'on a reçu quelques-uns qui ont monté des boîtes en famille. Et moi, j'aimerais bien savoir, toi, comment tu le vis de bosser avec ton frère? Moi, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie, je pense. C'est un vrai bonheur. Vraiment, on est un peu devenus comme des jumeaux. Donc en fait, ça m'arrivait parfois de comprendre que les gens disaient quand ils disaient non, mais non, on est jumeaux, c'est pas pareil. On a une connexion. Ouais, c'est ça. J'étais en mode, mais ta gueule, qu'est-ce qu'il me raconte le type, tu vois, genre, t'étais dans le ventre en tant que ta mère, je suis ravie pour toi, mais enfin, évidemment, frérot, t'étais pas là en train de boire des coups, tu vois. Enfin, et en fait, il y a ce truc de, tu vois la personne comme faisant partie de toi, dans le sens où s'il lui arrive quelque chose, t'as l'impression que ça t'arrive aussi. Enfin, c'est hyper bizarre. C'est une complicité tellement forte que t'as l'impression que vous êtes parfois une même personne. C'est un peu ça. Donc là, j'en rajoute un peu, mais c'est vraiment ce truc c'est avec Valorant, on se comprend en un regard. Tout est facile, c'est fluide. Il m'écoute, on se connaît par cœur. Enfin, tout est beaucoup plus facile en fait. Ouais, c'est plus facile de gérer aussi les défauts de l'autre. Exactement, on se connaît. C'est hyper simple. C'est génial. Ouais. Et quand tu montes un média, c'est vrai que le modèle de média, c'est quand même un peu compliqué à faire de l'argent. Comment, à quel moment vous avez fait de l'argent et comment vous en avez fait? On a commencé au tout début en faisant pour des amis, on faisait des prestations de production audiovisuelle, parce que du coup on avait le matériel, machin, etc. Vous aviez investi de base? On avait juste investi. Au début, on commençait au téléphone, et quand ça a commencé un petit peu à continuer à bien marcher, au tout début, on s'est dit on va investir dans du matériel, donc on a investi nos propres coûts dans le matériel, mais en fait on avait que ça parce qu'on tournait dans ma chambre ou dans celle de Valorant, donc en fait on n'avait pas de locaux ni rien, donc c'était pas dérangeant. On a juste investi sur le matériel, donc ça coûtait un peu cher, mais ça va, quand tu lances une boîte, t'as beaucoup plus de coûts. Et puis en fait, après, on faisait parfois des productions de visuels pour des gens, des publicités, en fait on bricolait des trucs, et ça marchait plutôt bien, ça rendait bien, et donc c'est comme ça qu'on a rentré un petit peu d'argent. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que la production visuelle, c'est atroce, parce que t'as 15 000 allers-retours clients, il y a le machin, il y a le truc, c'est un enfer, donc on a arrêté, on est passé sur d'autres choses. Mais en fait, quand on a débuté, on pensait pas que ça deviendrait un projet de vie, on pensait pas qu'on ferait de l'argent avec, on pensait pas qu'on lancerait des agences, enfin. Donc à chaque fois, même là, ça se trouve dans 6 mois, on aura totalement des offres commerciales un peu différentes. Enfin, t'évolues tout le temps en fait, en fonction de ton temps, de où t'en es, de la demande. Donc c'est. Et le premier chèque, tu dis du coup, c'était en production du visuel. Ouais. Concrètement, c'était ça qui vous a rapporté votre premier. Ouais, exactement. Vous avez tout réinjecté après pour. Oui, exactement. Là aujourd'hui, t'arrives à te payer avec. Oui, non, maintenant depuis longtemps là, ça fait un an qu'on se paye. On s'est payé en dernier. D'abord, on voulait bien vite l'équipe. Maintenant, on se paye, etc. Donc c'est. Cool. Moi, j'ai envie de rester un peu sur l'aspect famille, parce que du coup, on n'a pas tous les jours un frère et une sœur qui montent un truc qui marche aussi bien comme ça. Donc, il y a toi, il y a ton frère, mais il y a aussi vos parents. Est-ce qu'ils vous ont soutenu là-dedans? Comment ça s'est passé un peu au niveau de la famille, mais plus large, au niveau de vos parents? Est-ce qu'ils vous soutiennent à fond là-dedans? Ouais, alors aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est difficile de plus vous soutenir. Ouais, non, ça c'est clair. Et même au contraire, si on est un peu moins ambitieux ou on veut aller un peu plus doucement, on a limite notre mère qui nous dit non mais pas du tout, enfin soyez à fond. Donc c'est cool, même marrant. Au tout début, si notre mère nous a vachement soutenus, et c'était d'ailleurs sans elle, je pense pas qu'on aurait réussi à faire tout ça. C'est sûr. Elle nous laissait tourner dans l'appartement. Moi, elle a accepté que je fasse pas de master. Enfin, elle a vachement été présente. Parce que toi, t'as arrêté l'école à quel âge du coup? J'ai fini un bachelor. En fait, j'avais beaucoup de grosses périodes de stage que je pouvais faire dans mon média, donc c'était parfait. Mais donc j'ai juste que un bachelor. J'ai pas fait de master et je pense pas que j'en ferai. Non, mais donc on sait jamais, hein. On sait jamais. Mais je l'ai plus fait pour ma mère que pour moi, ça c'est sûr. Mais après, au début, donc ma mère nous soutenait beaucoup. Notre père aussi, mais un peu plus de loin. Notre père est hyper académique, donc pour lui de pas faire d'études, c'était une énorme erreur. Notre mère, elle est beaucoup plus mentalité à l'américaine, parce qu'elle elle travaille dans une boîte tech américaine depuis maintenant vraiment des années, donc elle a ce mood-là vraiment américain. Mais au pire des cas, ils échoueront et ils en auront beaucoup plus appris qu'autre chose. Donc en fait, c'était plus facile pour se lancer, ouais. Trop cool. Tu parlais de ta mère, du coup, qui vous a poussé à toujours faire plus. En gros, dans la famille, t'es issu d'une famille de bosseurs.
Genre vraiment, il y a la culture du travail qui est hyper forte du côté Ouais. de ton père et ta mère. Ouais, exactement. Mais eux, c'est Trop bien, plutôt ça. travail académique, tu vois. C'est vraiment dans le Ah ouais, c'est salariat. quand même pas Mon pareil. père a fait un peu d'entrepreneuriat parce qu'il a monté une boîte qu'il a revendue en gestion privée, donc c'est une forme d'entrepreneuriat aussi. Mais à la base, c'est vraiment des gros académiques qui te disent qu'il faut que ils font en sorte que tu réussisses à faire des bonnes études. Tu dois faire bac S, tu dois... Des bonnes Ouais, notes à alors pas l'école, forcément bac S, mais c'était vraiment ils essayaient de faire en sorte de nous donner tous les moyens nécessaires pour qu'on fasse des bonnes études et qu'après on ait des bons boulots dans le salariat parce que c'était comme ça à leur époque. Et en fait, on a montré que non. Et après, enfin moi venant d'une famille un peu tradie, évidemment, c'était pas évident. Mais en fait, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit que ça et du coup, c'était quand même très agréable. Ouais. Donc, Et toi, est-ce que tu te rappelles de ta vraie première galère dans le média ou dans la création de ton agence? Ça a été quoi vraiment la première vraie galère là, où tu as dû te confronter et tu t'es dit ok là c'est dur? Je crois que c'était un premier gros client que j'avais moi-même closé il y a longtemps maintenant, ça devait faire il y a plus d'1 an et demi. C'était un énorme contrat, genre à l'époque c'était 50 000 euros, mais moi pour mon premier client j'étais hyper fière, tu vois. Ouais. J'ai pu tout faire de Ah, c'est commercial pas à rien. l'époque. Et en fait, on n'avait pas estimé la charge de travail et de complexité du client que ça serait. Et donc en fait, c'était un travail de gestion de client qui était l'enferissime. Du coup, on a nous-mêmes cuté et arrêté pendant la prestation de travailler avec la personne. Mais en fait, ça c'était un peu décevant parce que tu te dis putain, t'arrives à closer, mais en fait, à l'époque, t'as juste qu'une envie, c'est de closer de l'argent et de réussir à délivrer ce que tu sais délivrer. Mais en fait, tu ne penses pas à toutes les charges mentales de est-ce que c'est le bon type de client? Est-ce que t'es la bonne agence pour lui? Est-ce que tu vas réussir à faire les bons résultats? Donc en fait, à ce moment-là, tu penses pas à tout ça, tu y penses après. Et donc en fait, c'était un peu chiant d'être autant fier et après aussi vite un peu déçu de gestion client insupportable. Mais bon, t'apprends et c'est comme ça que t'apprends en fait. Donc c'est même assez utile. Ouais. Donc gros succès. Moi j'ai envie de te demander, on a eu Eric Larchevêque qui est venu il y a pas longtemps et il nous a dit il nous a raconté une anecdote comme quoi un jour il avait noté dans son agenda le jour de mon succès. En gros, il avait une journée où vraiment il avait, je sais plus exactement ce que c'était, pourquoi il avait dit ça, mais dans son agenda, il avait noté le jour de mon succès, c'est aujourd'hui. Et après, il a expliqué que voilà, il trouvait ça super con et que c'était pas un journal intime qu'il tenait. Mais est-ce que toi, t'as déjà eu ce sentiment-là? Est-ce que t'as déjà l'impression d'avoir dépassé ce que tu espérais réussir quand t'as commencé? Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Non, moi j'ai eu j'en aurais pas un jour précis. On a eu différents jours de grosse fierté. J'ai eu le jour où en fait en un week-end j'ai gagné 15 000 abonnés parce que j'ai ma première vidéo qui a explosé sur Insta. Et donc ça d'un coup en fait juste ton téléphone, les notifications ça s'arrête jamais. Tu deviens franchement pendant un week-end entier tu deviens vraiment zinzin. Tu deviens accro à ton tel. Parce que ça s'arrête jamais, t'as l'impression d'être dans un autre monde, tu vois. T'as tous les influenceurs ou les gens qui ont des abonnés que t'as vu dans ta vie, tu te dis putain d'un coup je suis en train de devenir comme ça. C'est hyper spécial pour ton cerveau. Ça crée une dopamine qui est hallucinante. Après tu t'habitues. C'est intéressant, on en parlera aussi dans une partie avec Manon qui nous rejoindra. Parce que je pense qu'elle a dû aussi vivre ça et j'aimerais bien voir comment vous l'avez vécu, peut-être différemment. Et bah donc t'as eu ça comme première grosse victoire et après je dirais pas forcément une vidéo qui a explosé parce que à chaque fois c'était des victoires et en fait au bout d'un moment tu t'habitues. Sinon il y a eu je sais pas, le jour où on a pris nos vrais premiers locaux à Paris, l'autre jour, il y a quelques semaines quand Xavier Niel m'a dit qu'il voulait investir au Crayon, quand j'ai des trucs, t'as des journées comme ça où en fait t'es en mode mais c'est quoi cette vie quoi, tu vois. Elle vient de caler ça entre deux phrases. Xavier Niel qui investit au Crayon. C'est pas un secret de toute façon. Non, c'est pas un secret, mais c'est quand même d'ici la sortie de notre épisode, on l'aura déjà communiqué, donc de toute façon. C'est trop cool. Non, mais bravo là-dessus. Merci. Non, moi j'ai une petite question, c'est plus est-ce que tu as commencé avant de créer le média à te créer un personal branding de toi-même? Est-ce que tu as commencé à publier sur ce que tu faisais? Est-ce que tu as commencé à faire même de la création de contenu perso ou c'est venu avec le média? C'est venu après le média. C'est-à-dire qu'on a lancé le média, mes associés s'y ont mis avant moi sur Instagram d'abord, ils avaient testé Instagram, parce que l'ancienne petite amie de Jules, c'est Louise Aubéry, donc My Better Self, qui est une féministe, qui du coup elle avait pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc en fait elle poussait beaucoup Jules à lance-toi sur les réseaux, etc. Nous on avait bien compris que c'était important, on a beaucoup d'amis qui étaient déjà dans cette créateur économie, donc en fait on avait bien compris que c'était essentiel et qu'il fallait le faire. On a commencé à le faire, les garçons s'y sont mis avant moi je me suis mise en dernier. En fait c'est quand j'ai vu Jules qui était le premier à commencer à gagner pas mal d'abonnés sur Insta, je me suis dit ok il faut que je me lance, mais en fait à la base on n'avait pas pensé que c'était hyper utile au début. Enfin, vraiment, à chaque fois, on a tout fait à la one again, rien n'était prévu, aucun business plan, il y avait rien du tout. Et c'est en fait au fur et à mesure qu'on a compris ça. Et puis moi, c'est quand j'ai atteint les 100 000 abonnés, j'ai vu le changement de paradigme dans la tête des gens. Moi-même, sur ma façon d'apprendre les choses, ça te change vraiment
toute ta façon de travailler, que ce soit ta vie perso ou ta vie pro en fait. Donc quelqu'un qui veut lancer un média, tu lui conseillerais de publier directement sur lui-même et de faire parler de son média ou même de sa marque. Quelqu'un qui veut créer une marque. Alors ça dépend de quel média, parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup de solo médias. C'est-à-dire que tu as beaucoup de créateurs de contenu comme des Gaspargé, des Hugo Décrypte, ce sont des solo médias, parce qu'en fait s'ils disparaissent du jour au lendemain, le média disparaît. Ouais. Donc ça ne dépend pas de d'autres chroniqueurs ou d'autres choses. En revanche, oui, quoi qu'il arrive, en fait c'est surtout, tu choisis la bonne plateforme en fonction de ta cible, en fonction de ce que tu veux mettre en avant. Et après, si t'es un vrai média, bah, tu développes le média et toi à côté, bien sûr. Si tu es un seul média, juste toi, tu mises tout sur toi, en fait. Mais je trouve ça risqué parce que déjà pour revendre, si un jour tu veux revendre, bah good luck pour revendre quelque chose qui dépend de toi. Oui. En fait, et surtout si t'as un accident. Je te vends, je me vends à toi. Donc Non mais je veux dire, si t'es hospitalisé, t'as qu'à porte, bah en fait juste tout s'arrête. Enfin tu vois, genre c'est quand même. Je pense que c'est pour ça que Hugo Décrypte, mais là il a grave aussi externalisé avec d'autres personnes qui relayent sur son compte parce que lui non plus il peut pas être de partout. Parce qu'il a développé tellement de branches aussi. Il a le sport, il a l'actualité. Au bout d'un moment c'est complexe. Donc, oui non mais genre lui aujourd'hui ne fait plus rien, c'est-à-dire qu'il a des équipes qui écrivent tout pour lui, qui font toutes les recherches, mais il reste quand même le visage phare et donc en fait, ça reste un danger énorme en termes de business si un jour il veut revendre quoi, tu vois, c'est pas grave, tu dois te revendre toi-même dedans quoi, tu vois, tu peux pas te casser quoi. Pas avec, à mon avis t'as un contrat où t'es clébeux encore pendant 5 ans dans la boîte quoi, tu vois, je sais pas mais... Du coup vous pour le crayon, est-ce que vous vous mettiez énormément en valeur dans le média ou vous étiez en recul et du coup c'était plus facile Au début, bah, on se mettait en avant dans le sens où on était là, enfin, on était l'intervieweur ou l'intervieweuse sur l'émission, quoi. Mais après, là, aujourd'hui, on se désincarne beaucoup. C'est-à-dire que, bah, aujourd'hui, en fait, tous les débats qu'on fait, on est derrière la caméra en off. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment les deux débatteurs s'exprimer et dès que ça part trop en vrille ou que machin, on est là pour réguler, mais on ne nous voit plus à la caméra. Les interviews, on nous voit toujours, mais aujourd'hui, maintenant, on les fait plus que à 1 contre 1. Là où à l'époque, on mettait, récemment, on mettait deux des quatre associés face à un invité. Aujourd'hui, on a que un associé face à l'invité. Ça, pour l'instant, c'est le seul format où on nous voit encore. Moi, je t'ai vu avec Gad Elmaleh, si je dis pas de bêtises. Elmaleh, non, j'ai pas fait l'émission avec lui. C'était Antonin et Jules. Ok. T'as peut-être dû voir d'autres choses que j'ai dû faire avec lui. Comme je te suis aussi sur LinkedIn et que j'en bouffe du contenu de Sexting sur LinkedIn. Non, mais je rigole, c'est juste que t'es à 20... Ah oui, j'ai vu ton post, t'as 22 ans, 22 000 abonnés, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, j'ai vu, franchement, trop propre. Trop cool. Tu sais, tu retiens bien mes posts, toi. Ouais, t'as vu? Il a travaillé le sujet. J'ai une petite question, moi j'ai envie qu'on revienne plus sur le sujet même de ce podcast. C'est quoi ton why? C'est quoi tes motivations? Pourquoi t'as décidé d'entreprendre? C'est quoi qui te drive tous les jours? C'est quoi? Est-ce que t'as envie, sans tabou, t'as envie de faire de l'argent, t'as envie de la reconnaissance de tes parents, t'as envie de les rendre fiers, t'as envie de te prouver à toi-même? C'est quoi ta motivation intrinsèque? C'est un mélange de tout ça. À la base, c'était vraiment de faire un projet qui peut essayer de changer au moins quelques petites briques dans la société, de réunir des gens qui n'ont aucun rapport entre eux, qui sont en profond désaccord, parce qu'en fait, là où tu as les bulles idéologiques qui sont de plus en plus puissantes et de plus en plus extrêmes, qui s'éloignent en plus de plus en plus, si tu ne les réunis pas dans une démocratie, c'est quand même la chose la plus saine, c'est au travers du débat pour réussir à les réunir. Et donc moi, il y avait ce petit combat-là, mais bon, au début, c'était à une échelle tellement basse que tu te dis que ça va rien changer. Aujourd'hui, on essaye de plus en plus de nous faire entendre là-dessus. Après, t'avais évidemment, pour le côté perso, t'avais évidemment ce côté rendre évidemment ton entourage fier. Je pense une petite revanche sur la vie de tous les gens qui t'ont sous-estimé ou tous les gens qui ont pu se moquer de toi pour diverses raisons quand t'étais plus petit et en fait qui aujourd'hui reviennent et te lèchent les bottes et en fait parce que tu réussis. Enfin, c'est hallucinant, tu vois. C'est une façon. T'en as beaucoup de personnes qui reviennent que t'avais en tête. J'en ai quelques-uns, ouais, c'est marrant. Mais moi aujourd'hui, franchement, je suis quelqu'un de tellement peu rancunière. Parfois, ça me fait chier d'être aussi peu rancunière que donc voilà. Et même aujourd'hui, je les aiderais s'il faut les aider, parce que j'ai très très peu de personnes que je dois profondément détester, tu vois. Faudrait vraiment que la personne y soit allée. Mais en fait, après, il y a juste ce truc que je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Non, c'était tes motivations de prouver aux autres qu'ils s'étaient moqués de toi, tout ça. Donc vraiment, c'est principalement d'avoir un impact quand même. Ouais, c'est vraiment un impact. Donc demain, si tu devais relancer quelque chose, ça resterait quand même quelque chose qui a un impact sur la société, tout ça. C'est pas... Totalement, sinon je serais devenue solopreneuse et je ferais des formations et je travaillerais 3 heures par jour. Non mais sérieusement, j'ai beaucoup d'amis qui font ça, je serais totalement capable de le faire, je gagnerais, je pense, à titre perso, beaucoup plus ma vie. J'aurais aucun actif à revendre, donc au long terme, je gagnerais peut-être dans ma vie, mais en tout cas, au court terme, je gagnerais 10 fois plus ma vie, mais je gagnerais beaucoup plus de temps libre, mais je pense que, en fait, je serais beaucoup moins heureuse. Parce que j'aurais pas de ce why qui me prend au trip, qui fait que même quand je suis en vacances, dans des conditions incroyables, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer bosser, quoi, tu vois. Donc, Et tu te verrais remonter une boîte sans Valorant?
Je me verrais pas pour l'instant remonter une boîte tout court. Moi, j'étais dans l'industrie qui me convient parfaitement. Si j'avais pas fait ça, je serais devenue journaliste, je pense. Ouais, ok. Donc je pense que même si un jour on revend le crayon, je pense que je suis celle qui revendra en dernier mes parts. Je pense que je suis celle qui restera le plus longtemps. Je vais m'agripper. Non, mais je pense que je suis celle qui restera le plus longtemps là-dedans parce qu'en fait, j'aurais fait ça si j'avais pas fait ça. Là où Valorant, c'est sûr qu'il bricolera d'autres choses. Enfin, il avait bricolé avec la Founders Night, avec Elise, l'application Elise. Enfin, Valorant, il a un besoin de bricoler des trucs. C'est un entrepreneur vraiment au sens premier du terme. Moi, je suis plus une chef d'entreprise ou une businesswoman qu'une entrepreneuse, en fait. Okay, ouais. Donc, c'est un peu une question de mindset. Mais après, donc peut-être toi, qu'un jour j'en rencontrerai une, hein, mais... c'est que le crayon, ça devienne huge et que toi, tu sois à la tête de tout ça, quoi. Exactement. Ok, bah c'est hyper bien. Tu sais que Valorant, j'ai fait une émission avec lui il y a pas longtemps. On a fait Cyberama, gros big up d'ailleurs à l'équipe de Risque Intel, mais ouais, c'était très très sympa. Franchement, il est très cool. Donc écoute, moi je commence à avoir envie qu'on accueille Manon peu parce que moi aussi ça me titille. Elle a plein de questions, je suis sûr, et puis en plus Manon, elle va vous expliquer, mais elle a un beau parcours déjà, donc ça peut être et hyper intéressant. Et je pense que vous allez pas mal comme je disais dans l'intro, mais pas mal vous reconnaître en elle, parce elle a un parcours classique, école de commerce, après master à Sup de pub, et je pense que c'est un bel exemple pour tous ceux qui font des écoles de commerce et qui ont envie de se lancer, mais qui savent pas trop par quoi, par où, je ne sais quoi. Et ben Manon, elle va vous mettre ça dans la vue et elle va vous dire les gars, c'est possible, moi je le fais, et j'ai trop hâte qu'on puisse discuter de tout ça. Ouais, donc on coupe un peu court sur la première partie et on passe tout de suite à la deuxième. Allez, tout de suite. Et ben on est reparti, on accueille Manon. Salut Manon. Hello. Ça va bien? Merci pour l'invitation. Ouais, ça va super. Merci. Bah, un plaisir, ça fait trop plaisir de vous avoir un peu avec nous là. Comment tu vas? Est-ce que tu peux commencer peut-être pareil par te présenter? Qui es-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Moi c'est Manon Rock. J'ai lancé l'agence Cosmi, donc agence UGC en mai-juin de cette année, donc c'est tout récent. Avant ça, j'ai travaillé 3-4 ans dans l'influence pour une plateforme qui s'appelle Finly. Et avant ça, du coup, en effet, j'ai fait un master à Sup de pub. Et sinon, j'ai pas un parcours hyper classique parce que j'ai commencé par un bac pro commerce. Donc rien ne m'était destiné à faire des études plutôt longues. Désolé pour le mot classique alors. Pas de souci. J'allais dire, Mathéo, il a menti là. Non, tout le monde pense qu'il faut faire un parcours justement dit classique avec soit un bac L, un bac ES ou un bac S, etc. Moi, j'étais pas du tout dans ça. Je préférais aller travailler. En fait, pourquoi j'ai fait un bac pro, c'est parce que je savais directement qu'il y avait des stages. J'étais très attirée par la vente, donc dès 14 ans, j'ai commencé justement à faire des stages en entreprise. D'abord dans la vente, Lacoste, KKS, etc. Puis après, je me suis plus dirigée vers l'immobilier. Une fois que j'ai fait un petit peu le tour de l'immobilier, je me suis dirigée vers les startups. Donc, j'ai commencé que des startups naissantes qui avaient 2-3 mois. Et après, je suis arrivée chez Finly en tant que commerciale. Je suis restée en marketing. Et après, j'ai vu l'émergence de l'UGC. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. En gros, l'UGC, pour ceux qui connaissent pas, c'est User Generated Content. Donc, c'est du contenu créé par les utilisateurs de base. Sauf qu'aujourd'hui, ça commence à se professionnaliser. Donc, on a des créateurs UGC qui sont nés. Donc, ce sont des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui vendent en fait leur contenu aux marques. Et ces marques-là, après, les réutilisent soit en organique sur Instagram, TikTok, par exemple, soit en paid, pareil sur Meta, TikTok, YouTube, etc. Donc toi, tu les mets en lien et t'es une agence pour en mettre en lien les créateurs et les clients. Alors, au-delà de les mettre en lien, on va structurer toute la relation, en fait, toute la campagne. On va s'occuper aussi des scripts. On a analysé énormément de vidéos sur les réseaux sociaux, donc on sait aujourd'hui ce qui performe. On sait comment une vidéo doit être en termes de plan, en termes de hook aussi. C'est les 2-3 premières secondes de la vidéo pour qu'elle puisse interpeller. C'est ce qu'on appelle le scroll stopper. On sait aussi comment, en gros, doit se dérouler en fonction de la catégorie de la vidéo, en fonction du secteur aussi du client. C'est plutôt de la cosmétique, si c'est plutôt des formations, des applications, etc. Donc on est là pour lui apporter bien évidemment des conseils, le script, le casting, donc les bons créateurs en fait qui vont bien matcher avec son positionnement, avec ses valeurs, son produit, etc. Et après on analyse également les résultats pour lui donner des insights et des axes d'amélioration. Ok. Et ça c'est pas, enfin c'est sur le papier c'est ta première expérience entrepreneuriale, mais tout à l'heure tu nous as expliqué que tu as quand même monté tout le pôle
marketing et avant ça tout le pôle commercial chez Finly du coup. Ouais. Donc ça a quand même un aspect un peu entrepreneurial dans le sens où tu crées quelque chose de from scratch quoi. En fait, dans toutes mes expériences, j'ai toujours essayé d'apporter quelque chose à l'entreprise et pas faire uniquement un travail opérationnel. Ouais. Que ce soit dans mes stages en vente, j'essayais toujours de trouver des petites choses à faire en communication, en marketing. Pareil, chez Finly, je suis arrivée, la boîte avait 6 mois, il y avait que des profils tech. Donc du coup, quand on parlait un petit peu commercial, marketing, etc., c'était pas forcément... Enfin, ils s'y connaissaient pas forcément, donc moi non plus. On a appris sur le tas, on a été hyper proactifs sur le sujet, on est allé chercher l'information, on a commencé à se former un petit peu sur le marketing. Ça m'a beaucoup plu. Donc après, j'ai un peu pris le lead là-dessus. J'ai commencé à monter une équipe sur la partie marketing, pareil sur la partie commerciale, avec Martin, d'ailleurs, qui est mon associé sur Finly, Martin Vix. On s'est rencontrés chez Finly. Oh, big up. Et ouais. On s'est rencontrés chez Finly. Lui, il a après géré la partie commerciale de Finly. Moi, j'ai géré la partie marketing. Et après, on s'est rejoints sur Cosmi. C'est beau. Trop cool. Moi, j'aime bien cette histoire. Ouais. Et du coup, tu es là aujourd'hui pour poser tes questions. Mais en fait, ça va être une discussion ouverte parce que vous avez sûrement des choses à vous apprendre l'une à l'autre, donc ça va être hyper intéressant. La table est ouverte. On est sur une table ronde. Toute discussion est bonne à prendre. Donc c'est parti. Peut-être tu avais quelque chose à demander à Sixtine. Tu peux rebondir sur ce qu'elle avait dit. Exactement. Tu as commencé par parler de recrutement. Selon toi, du coup, ton entreprise a commencé lorsque tu as commencé à recruter, etc. Nous, on est en plein dedans. On essaie de recruter la première personne. Hein, exactement. Vache. Et du coup, quelle est la première chose que tu as déléguée? C'était le montage, le premier truc qu'on a délégué. On est dans le sujet. Ouais, on en parlait en off, justement, du montage. Ah putain, la vache, c'était tellement chiant. Enfin, moi, déjà, j'ai quasiment monté aucune vidéo du crayon, c'était les garçons. Moi, c'est catastrophique. Aucun skill en montage, toi? Si, mais genre, sur des petits trucs rapides, tu veux pas une bonne vidéo, quoi, tu vois. iMovie à l'ancienne. Ouais, c'est hyper chronophage le montage. Ouais, c'est hyper chronophage. Mais c'est con, mais moi, j'aime bien. Mais je sais que mon temps est mal utilisé à faire du montage, tu vois. En fait, je suis hyper précise et maniaque. Bah du coup, chaque petit détail, je vais vouloir le faire à la perfection et du coup, ça va me rendre dingue. Ouais, mais du coup, c'est long. Ouais. C'est trop chiant. Elles sont pas parfaites mes vidéos. Si, elles sont très bien. C'est très bien. Non, mais en vrai, je sais que moi, tu vois, genre, je kiffe faire du montage, mais c'est une mauvaise utilisation de mon temps parce que c'est hyper chronophage et on pourrait clairement déléguer. Enfin, dans un futur. Et donc proche, toi là, Manon, c'est le cœur du sujet du recrutement en ce moment. Bon, il y a d'autres sujets, mais ça fait partie des sujets. En ce moment, on essaye de recruter du coup une personne pour la partie opérationnelle, c'est-à-dire tout ce qu'on a déjà, tous les process qu'on a déjà mis en place, on souhaite le déléguer pour après se concentrer sur la stratégie, trouver potentiellement des verticales aussi sur Cosmi pour pouvoir développer après l'aspect un petit peu plus business. Du coup, on cherche à recruter pour l'instant un stagiaire ou un alternant parce qu'on en a besoin, parce qu'aujourd'hui notre agenda est bien rempli et il est surtout rempli d'opérationnel, donc on peut pas se concentrer sur l'acquisition. Donc voilà, on aimerait bien déléguer cette partie-là. Nous, ça serait plus la partie du coup trouver des créateurs, donc la partie casting et la partie rédaction de brief. Après, pour tout ce qui est montage, pour l'instant, on passe les créateurs, mais on aimerait bien du coup en second recrutement recruter également un monteur. Ouais. Et du coup, toi, comment ça s'est passé, toi, le process de recrutement, Sixtine? Au début, c'était complètement roue libre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'était des stagiaires ou des alternants, du coup? C'était des stagiaires. Au début, on a eu un peu d'alternants. Après, très, très vite, on a pris des CDI, en fait, dès qu'on a commencé à vraiment embaucher. Mais en fait, au début, c'était vraiment la one again sur des sites ou amis d'amis, connaissances, de machin. Enfin, c'était vraiment un peu comme ça. Et puis, ou sur les réseaux sociaux, tu reçois en story, machin. Mais en fait, aujourd'hui, si tu veux vraiment recruter des bons profils, si tu fais un bon post LinkedIn ou une bonne story Insta, ça marche très bien. Enfin, moi, j'ai fait un post LinkedIn qui a explosé. J'ai jamais eu autant de demandes de ma vie, même demandes de mecs qui bossent chez Google ou chez Avast. Trop bien. What the fuck. Et je sais pas si ça va le faire ou pas, mais juste, en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus autant des plateformes de recrutement que Indeed ou Welcome to the Jungle, en fait. On en parlait avec Manon tout à l'heure, et vous avez la chance toutes les deux d'avoir quand même un beau réseau sur LinkedIn, et Manon me disait que justement elle préférait garder quelqu'un de son écosystème qui connaissait déjà toutes les valeurs et tout ce qu'elle faisait chez Cosmi, parce que du coup t'es déjà onboardé sans le vouloir, quoi. Ouais, puis la personne est déjà un petit peu fédérée entre guillemets à ton image de marque, et surtout ça te permet de gagner du temps aussi sur la partie onboarding parce que la personne connaît déjà à peu près ce que tu fais, et en plus de ça elle a conscience de ce que tu apportes entre guillemets, ou elle a conscience de l'état de ta boîte. Nous, c'est une boîte qui a 2 mois, tu vois. Donc au moins on va pas perdre du temps avec des personnes qui correspondent pas ou des personnes qui ne sont pas intéressées pour travailler avec nous. Donc c'est ce que j'ai fait un post LinkedIn, on a reçu une 50aine de candidatures. Le post je l'ai fait hier ou avant-hier, je crois. Du coup, plutôt pas mal pour un premier post. On n'a pas posté sur Indeed, sur Welcome to the Jungle ou autre, parce qu'on n'avait pas envie de se disperser
forcer, on n'a pas vraiment le temps de le gérer en ce moment. Donc là, on va traiter les candidatures demain et on verra ce que ça donne. Bien. Et toi, t'as directement communiqué sur la création de ta boîte sur les réseaux? Non, on l'a fait 1 mois en shadow où on le montrait pas forcément. Et après, au bout d'1 mois, quand on a commencé à avoir un peu plus de recul, tout est relatif, hein, quand on parle de recul, au bout d'1 mois, c'est pas non plus beaucoup de recul. Mais on a commencé à en parler 1 mois après, quand on avait une dizaine de clients déjà. Ok. Bon, c'est quoi ton why, toi, Manon? Alors moi, j'en ai plusieurs. C'est un truc qu'on on aime bien demander, ouais. tu vois, mais en vrai, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'aime bien créer. J'aime bien faire plein de choses différentes. Par exemple, là, je suis sur ce projet, mais j'en ai d'autres aussi à côté. J'aime bien voir ce que je peux apporter. J'aime bien voir comment on peut développer des projets. En fait, c'est plus pour l'expérience, déjà. Parce que je pense que je gagnerais mieux ma vie en CDI. Hein. Pour l'instant, je gagne pas grand-chose sur Cosmi. Mais ouais, expérience à fond. Et essayer aussi d'apporter aux marques des solutions qu'elles peuvent pas faire, tout simplement. L'UGC, par exemple, quand on parle avec les marques, elles savent à peine ce que c'est, elles savent pas comment le mettre en place. Il y a beaucoup de personnes qui sont dépassées aujourd'hui par les réseaux sociaux parce que les équipes market sont pas forcément des personnes de la génération Z ou qui ne passent pas du temps sur les réseaux. Donc apporter en fait que nos connaissances et essayer de contribuer comme on peut à l'évolution des marques. C'est bien, vous contribuez toutes les deux à des sujets différents, mais c'est de la contribution. Est-ce que tu as quelque chose pour Sixtine encore que tu aimerais... Bien sûr, plein de questions. Tu parlais de déposer du coup le crayon. Vous l'avez pas fait en même temps que quand vous avez débuté du coup la phase? Okay. Non. Vous avez attendu combien de temps? On a attendu 1 an et demi. Ok. 1 an et demi quand même. Okay. Ouais, 1 an et demi, parce que au début, on pensait pas que c'était, c'est juste un petit média sur YouTube, donc il y avait pas de raison que ça devienne une entreprise. Et en fait, après, la vie a fait que oui. Donc au début, on l'a pas fait parce que on voulait pas s'embarquer dans des trucs à mettre du capital social, des machins. Si c'était pas sûr, donc on a mis un peu de temps et on s'est pas précipité pour le faire. Ouais. Et nous, on l'a fait, hein. Ah ouais, vous avez déjà déposé? Mais on doit le faire pour le master. Ouais, en fait, dans le master, là, on a une obligation pour septembre, parce que vu qu'on était en master entrepreneurial, vu qu'on doit déposer un projet, le cabis et notre business plan. En vrai, si tu fais une SAS, c'est très rapide. Très rapide. Ouais, c'est pas trop compliqué. Pour l'instant, on est en freelance, mais... Et ça, c'est vous qui l'avez fait ou vous avez délégué cette partie? Ouais, on l'a fait. On s'est accompagné très très tard d'avocats. On a mis avocat. Ouais. Au début, t'as pas besoin. Puis après, ma mère est directrice juridique et était une ancienne avocate, qui en plus est extrêmement brillante. Donc voilà, c'est bon, j'avais pas trop de stress là-dessus, évidemment. Et à quel moment vous avez commencé à trouver des verticales avec le surligneur et le pinceau, c'est ça? C'était il y a le surligneur, ça fait un peu plus d'1 an, et le pinceau 1 an et demi, je pense. Ok. Et comment vous êtes dit, bon bah là, ok, on a un média et maintenant on passe sur des agences? À chaque fois, c'était à cause de services qu'on a rendus à des amis. Pour le côté RP, c'était pour les For Unite avec la Team Slick, je sais pas si... qui sont des très bons potes, et ils nous avaient dit, on a besoin de RP, on les avait aidés. En fait, on avait ramené genre Combini, M6, c'était n'importe quoi le truc. On s'est dit, ok, peut-être que il y a un truc à capitaliser là-dessus, quoi. Il y a un truc à faire. Et puis pour le personal branding, parce qu'on nous-mêmes on est à fond sur les réseaux sociaux, on voit bien ce que ça rapporte, donc on s'est dit on sait le faire, comment le faire, à quoi ça sert, autant le faire pour des dirigeants d'entreprise. Et pour le pinceau, parce qu'en fait comme on est également créateur, mais du coup sur Insta, etc., et qu'on fait partie de toute cette créateur économie, ça fait qu'en fait on voit bien qu'à quel point les grosses boîtes ont du mal à communiquer, en tout cas auprès des jeunes, ou de leurs messages, en tout cas des messages forts. Et du coup, si tu le fais avec des bons leaders d'opinion bien placés, bien câblés, ça peut faire des millions de vues et c'est hyper utile pour eux, sachant que ce sont des boîtes qui ont énormément de budget, qui savent même pas trop quoi en foutre, et souvent ils investissent très mal. Clairement. Parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que les équipes marketing, c'est géré par des gens qui sont plutôt de notre génération, qui ne comprennent rien et qui comprennent même pas à quel point c'est essentiel les réseaux, ou alors ils comprennent, ils disent ouais c'est important, mais en fait ne comprennent même pas comment faut le faire. Ouais, ils mettent le stagiaire qui est là pendant 2 mois, puis après c'est ça, le stagiaire, parce que comme le mec est jeune, forcément il s'y connaît trop pas, tu vois. Qui poste une story sur Instagram, ça fait des millions de vues. C'est ça, c'est comme les mecs qui se disent ouais je vais t'aider à développer tes réseaux sociaux, le mec il a même pas testé sur lui-même. Je suis en mode t'es gentil mon coco. Le mec il a même pas téléchargé Instagram que c'est ça, en fait, t'es en mode t'es gentil, mais non, du coup tu vois, genre si tu l'as pas fait sur toi-même, tu vas pas savoir le faire. Genre t'as tous les trucs théoriques sur Google que tu peux trouver, je peux le trouver aussi, tu vois, mais ça va rien changer, tu sais. Et pour revenir du coup sur la phase de recrutement, toi typiquement Sixtine, comment tu caractérises un bon recrutement? C'est quoi pour toi un bon recrutement? C'est quelqu'un qui... Alors, ça dépend. Alors, ta question est très vaste. Oui.
Un bon recrutement, c'est à la fois quelqu'un qui fit bien avec les valeurs de ta boîte, c'est vraiment important, c'est pas du tout bullshit en fait, c'est vraiment important, et à la fois quelqu'un qui répond bien aux exigences que t'attends en termes d'opérationnel, quoi. Mais c'est très très dur de trouver à la fois un bon fit humain et en même temps un mec qui est bon, et souvent t'en as beaucoup qui te font beaucoup d'étoiles dans les yeux quand tu les rencontres parce qu'ils parlent très bien, mais en fait tu te rends très vite compte qu'il y a pas beaucoup de résultats derrière. Donc, c'est pour ça que le recrutement c'est pas évident. Et c'est pas facile, en plus faut être sûr que la personne s'intègre bien dans l'équipe, comprenne bien les trucs, qu'elle soit contente, qu'elle se sente bien, parce que c'est aussi ça qui va faire qu'elle va être plus performante. Enfin, un nombre de trucs, t'as l'impression de gérer des gosses tout le temps. Enfin, c'est... Donc dans tous les cas, t'auras des échecs de recrutement, mais t'apprends avec. Tout le temps. Mais je sais même pas si t'apprends vraiment, en fait. Ah ouais. Comme c'est des personnes types différentes, t'as pas de truc automatique qui peut se répéter, en fait. Tu vois, des petits process, mais ça va pas réellement changer les erreurs que tu peux pas forcément voir sur un être humain et un autre, en fait. Et c'est quoi ta pire erreur ou ton plus gros échec au niveau des recrutements? Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'embaucher des gens et en fait, au bout de 2 semaines, on arrêtait parce que la personne nous avait promis monts et merveilles. Il y en a eu un qui était un peu misogyne juste parce que genre le mec il avait fait le SCP, je crois. Oh, merde. Aïe. C'est quoi son nom? Je sais même plus comment il s'appelle. C'était il y a plus d'1 an. Le mec avait fait le SCP et se prenait pour je sais pas qui. Il était un peu plus âgé que moi, etc. Moi, il me faisait pas chier, mais parce que c'est ma boîte. Par contre, ma bras droit qui s'appelle Manon, qui est merveilleuse, dès que Manon lui disait quelque chose, le mec allait me demander ou allait demander à Valran avant s'il fallait bien qu'il fasse ce que la meuf lui a demandé, tu vois. Et j'étais en mode frérot, t'es mignon, mais et en fait le mec avait un problème avec les meufs, tu vois. D'accord. Et du coup, mais tu fais juste un problème avec l'autorité venant d'une femme en fait. Et ça, du coup, tu l'as pas vu, c'était pas un red flag lors des entretiens? On l'a pas vu en entretien. Non, au contraire, moi je me suis dit le mec il a été scout et tout, c'est un battant, il était brouillard, machin. En fait, pas du tout. Et donc on s'est séparés, mais à chaque fois on se sépare toujours très bien des gens. Alors ça c'est incroyable parce que souvent on les aide aussi à retrouver des jobs là où il serait mieux. Lui tu vois, c'était pas fait pour faire une start-up, le mec était fait pour travailler dans une grande entreprise. Ah, vous les accompagner derrière pour retrouver. Ah ouais, quand même. Enfin, c'est pas parce que ça matche pas avec nous, tu restes un mec. Enfin, si humainement t'es très sympa, il y a pas de problème entre nous, frérot. Juste t'es très bien, mais ailleurs. Mais juste t'es très bien. Ok. Donc, t'es bien, mais pas. Mais pas chez nous. Très bien, mais ailleurs. Ah ouais, ok. Ça c'est un peu la méthode américaine, c'est yeah super yeah, bah, ailleurs, mais yeah. Ils font ça les Américains, je vous ai déjà vu. Yeah. Putain. Trop cool. Et du coup, au niveau de tes associés, vous êtes 4. Est-ce que t'as déjà eu un peu des galères, des petites embrouilles entre associés? Comment tu gères ça? Bien sûr, pas énormément. J'ai jamais eu de grosses embrouilles, mais de profonds gros désaccords, à parfois un peu se parler très fort l'un sur les autres. Parce que, en fait, comme t'es très différent, ce qui est aussi ta grande force, c'est aussi très chiant pour se comprendre. Ouais. Et aussi, t'as ce truc de, moi, comme j'étais la seule, je suis la seule femme et en plus la plus jeune, et que, eux, c'est des mecs plus âgés. Parfois, au début, j'avais besoin de montrer que, en fait, j'étais autant légitime et autant forte qu'eux. Donc, t'avais ce truc de, j'avais besoin de prouver constamment. Aujourd'hui, ça fait longtemps maintenant que je m'en fous, je le fais plus. Mais aussi parce qu'on se connaît très bien et que voilà. Mais au début, j'avais ce truc-là, tu vois, et c'était pas évident de porter la voix plus qu'eux. En plus, j'étais une grande hypersensible, donc à l'époque, je contrôlais pas trop mes émotions. Donc, je devenais sensible hyper vite. Donc, c'était une galère. Donc, je disais pas grand-chose. Enfin, après, t'apprends au fur et à mesure. Et puis, en fait, nous, on a vraiment ce mindset de on est ensemble. C'est-à-dire vraiment, on perd ensemble, on gagne ensemble. Donc, il y a une bonne nouvelle pour l'un des 4. Mais on est tous trop contents comme si on l'avait, alors qu'en fait, ça ne nous concerne même pas trop. On a fait ce système-là autour de quoi qu'il arrive, ça nous relie tout le temps, toujours tous les 4. Okay. Donc, c'est assez et il y a ton pote, et de base, les 2 autres, c'était il y a ton pote, il y a ton frère, et de base, les 2 autres, c'était tes potes? Non, c'était des potes de ton frère. Des potes de mon frère. Ok. Et, Valran connaissait Louise, donc l'ex-copine de Jules, qui lui a présenté Jules, et Antonin, c'était un ami d'amis, de Valran, que je connaissais bien aussi, qui s'appelait Nicolas. Et en fait, ça a matché. Aujourd'hui, c'est devenu, comme des membres de la famille. Ouais, j'imagine. Mais bon, c'est comme ça que c'est arrivé. Ouais. Trop bien. Trop bien. Presque. D'ailleurs, Louise, si tu regardes ce podcast, j'attends toujours une réponse à mon message. on était au lycée au même endroit, c'est pour ça. C'est vrai? Ouais, avec Louise Aubéry. C'est marrant, il y avait, dans mon lycée, il y avait Louise Aubéry et sa pote, c'était Diane Lair, qui est devenue même Miss bande France. de potes, ouais, bien sûr. Ouais, même bande de potes, c'était marrant. T'étais avec, du coup, Victor Duhamel ou pas? Non, moi, j'étais là juste en dessous. Donc, je voyais qui c'était, tu vois, mais tu connais, au lycée, il y a toujours cet écart de, c'est les grands, tu vois. Est-ce que tu as d'autres questions peut-être pour... Ouais, tu le vis comment aussi d'être la plus jeune dans ta boîte alors que c'est toi qui as créé la boîte du coup? Ça, très bien. Ça, franchement, j'ai aucun problème parce que en fait, tant que tu montes sur le terrain, les gens se taisent. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'ai jamais eu aucun problème de légitimité dans ma boîte, du coup. Mais non, du coup, ça va. Franchement, là-dessus, ça me dérange pas. Au contraire, c'est justement après, ils ont pas d'excuses de me sortir d'âge, de compétences. Ils peuvent pas en fait me la sortir. En fait, tu peux pas me bullshiter. De ouf. Du coup, c'est génial parce que du coup, ça fait que
ils font moins, enfin, les équipes sont, voilà, ils sont top, quoi. Et vous êtes combien aujourd'hui? On a un peu plus de 15 là, je sais même pas parce que entre les différents. Sur les 3 boîtes, du coup. Ouais, enfin, juridiquement, c'est la même boîte, mais sur tout le truc, on a chacun nos teams, mais on est un peu plus de 15. Ouais, et toi, Manon, avec Martin, vous avez le même âge? Non, Martin a 1 an de plus que moi. Ok. Il a 24, j'ai 23. Ouais. T'es une 2000, toi? Non, 99, mais fin d'année. D'accord. Fin d'année. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas du tout pareil, mais du coup, on se complète bien. Il a un tempérament beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai un tempérament un peu plus de feu, il est là pour tempérer. Donc c'est assez sympa. Et pour l'instant, on se complète bien. Pour l'instant, ça marche bien. Pas trop d'embrouilles. Voilà. Pas trop. Bah, il y en a forcément. Il y en a nous aussi. Non, moi, j'allais dire, bien sûr. Il y en a forcément, mais ça se calme très vite. C'est tout le temps moi qui l'engueule. Non, c'est vrai. Et comment vous avez réussi à chacun vous départager les tâches? Alors, pour l'instant, on se départage pas vraiment les tâches, dans le sens où, bah, vu qu'on est que 2 et qu'on peut pas forcément déléguer, celui qui signe le client s'occupe du client de A à Z. Donc, pour l'instant, on a chacun nos clients. On est parfois en binôme sur certains projets qui demandent un peu plus d'investissement parce qu'il y a plus de vidéos à fournir ou parce que c'est un petit peu plus complexe. Mais sinon, plus tard, quand on pourra déléguer, Martin reprendra, je pense, la partie commerciale comme il le faisait bien sur Finly. Et moi, je reprendrai plus la partie potentiellement market et pourquoi pas opérationnel. On verra, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. C'était bien Finly. J'avais fait un truc avec eux, une collab avec eux. Trop bien. Je sais plus ce que c'était, mais je me rappelle très bien parce que quand tu m'as dit Finly, j'étais ok, je me rappelle avoir fait une facture. C'est que de l'essentiel. J'ai une facture. Et toi, Céline, ça s'est passé comment, vous, la répartition des tâches? C'est fait pareil. Au début, c'était chacun fait un peu ce qu'il veut, là où il a le temps, et là où il a le temps. Et après, au fur et à mesure, on a mis du temps à trouver. Là, on était vraiment très bons chacun, en fait. Ah ouais. Moi, je suis extrêmement bonne dans la négo et dans le closing. Et j'ai mis du temps à vraiment bien le réaliser, en fait, parce que tu fais juste plein de trucs en même temps. Et typiquement, je suis beaucoup moins bonne sur le côté édito et créativité par rapport à Antonin. Donc, en fait, on a mis du temps. Et une fois que t'as trouvé ton truc, là, c'est beaucoup plus facile. Mais au début, tu touches en fait à tout. Enfin, t'as pas juste pas le choix. T'es obligé, de toute façon. Ouais, t'as pas le choix. Et donc, bon. Et toi, tu l'as trouvé au fur et à mesure, en fait, de closer des deals. Tu t'as vu que. J'aurais réalisé que j'arrivais bien à le faire sans trop d'efforts et que j'adorais surtout ça. Ça me stimulait de dingue. Et en plus, avec une traction qui marchait assez bien. Donc, je me suis dit, j'aime bien ça. Je suis là-dedans. Et au bout d'un moment, c'est bon. Je crois pour l'instant avoir trouvé une compétence que je peux vraiment apporter à la boîte. Ouais. Et d'ailleurs, tes premiers leads, tu les as trouvés où? C'était quoi vos leviers d'acquisition? Les premiers leads, alors. Au début, c'était un peu des amis ou des gens de l'écosystème qu'on rencontrait ou qu'on interviewait ou machin. Et après, c'était des recommandations de ces gens-là. Au début, ça a vachement aidé. Et puis après, les réseaux sociaux, LinkedIn, machin, etc. En fait, et un peu de prospection, mais pas tant que ça. Hein. Franchement, je quasiment pas fait de prospection en fait. Hein. Vous, LinkedIn, ça marche bien pour aller chercher des leads? Chez Cosmi? Bon, les deux. Alors d'abord Cosmi. Alors nous, en gros, on a essayé de faire de l'outbound la première semaine où on a lancé Cosmi. On a fait une campagne de mail et une campagne Wallaxy sur LinkedIn. Les deux n'ont rien donné. Très bon taux d'ouverture, très bon taux de clics, pas de rendez-vous. On s'est dit bon, au final, on va tester autrement. On a rappelé des clients qu'on avait sur Finly avec qui ça s'était bien passé. On leur a parlé du projet. Ils ont bien matché. Du coup, ils nous ont fait confiance. On est reparti là-dessus. Après des relations LinkedIn. En fait, nous, tous nos clients, c'est que des relations pour l'instant. Soit relations d'anciennes boîtes, soit relations LinkedIn. Quand je fais des posts aussi sur LinkedIn, il y a 2-3 leads qui arrivent par post. Ou sinon, des gens qui viennent dans les MP, dans les messages privés, etc. Oui. Ça va, nos auditeurs, ils savent ce que c'est que des MP. On n'a pas trop de boomers, c'est vrai. Ça va. Et toi, tu conseillerais quoi, Manon, à quelqu'un qui a envie de monter son agence? Quelqu'un qui a envie de monter son agence, après ça dépend une agence de quoi, mais par exemple si c'est une agence du GC, vu que c'est quelque chose de tout nouveau, il faut vraiment être à l'affût parce que ça change tout le temps. Ce qui était valable il y a 2 mois, honnêtement aujourd'hui ça n'existe plus, que ce soit en termes de tarification pour les créateurs, on peut voir que ça a fait 1 x 5 par exemple sur les prix. En termes de tendance aussi, les trends ont énormément changé ces 2-3 derniers mois sur les contenus qu'on propose à nos clients. Après ça va être toute la partie structure et organisation parce qu'il y a énormément d'étapes, nous on s'en rendait pas forcément compte. On pensait que faire une campagne c'était faire
faire un script, l'envoyer au créateur et le créateur fait le montage, alors que non, il y a toute la partie contrat, il y a toute la partie brief, il y a toute la partie rémunération, facture, faut rien oublier. Il faut vérifier que le créateur nous a envoyé sa facture, qu'il a bien été payé. Il faut vérifier que la marque a bien payé avant le début de la campagne, qu'elle a bien signé le brief, qu'elle a bien signé le contrat, que tout a été fait en temps, en heure, etc. Donc le suivi des campagnes, on s'y attendait pas, mais c'est une grosse charge de énormément travail. d'étapes en fait derrière. C'est énorme et ça fait perdre beaucoup de temps parce qu'en plus c'est quelque chose de très chronophage. Donc nous on s'est fait un gros Notion où à chaque étape on doit cocher que l'étape a été faite pour rien oublier parce qu'on peut pas avoir tout dans la tête. Aujourd'hui on a une 20aine de clients, du coup on peut pas savoir où en est chaque client de tête, donc on note tout. Attends, et même les pilotes d'avion ils ont une checklist pour savoir s'ils ont bien tous leurs boutons et pourtant ils font ce métier depuis 20 ans. Ouais. Donc en vrai je pense que c'est une bonne technique, enfin, t'as raison de faire ça. Et le process c'est hyper important, ouais. Process, essentiel. Et ça permet aussi de gagner du temps parce que quand tu te rends compte, je t'en parlais tout à l'heure en off, mais quand tu te rends compte que tu passes par exemple 1 heure à faire un casting, bah tu vas te demander comment ces 1 heure tu les passes en 10 minutes pour essayer de gagner du temps et faire autre chose parce que t'as autre chose à faire que faire des castings. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est créer des process, les optimiser et après pas les externaliser mais les déléguer pour faire autre chose. Ouais, et toi, vu que tout à l'heure tu disais que ça va super vite sur la tendance du GC, est-ce que parfois c'est vraiment compliqué de se mettre à la page, entre guillemets, parce que t'es pris de court et t'as plein d'autres sujets derrière, donc en fait tu te rends compte que au final, il y a des choses qui sont passées sous ton nez et que t'as pas vu ou... Ouais, ça dépend sur l'aspect créa, oui. Après sur l'aspect process d'une campagne, ça change pas tant que ça. Ça reste quand même. En plus, on faisait de l'influence avant, donc ça reste quand même à peu près similaire. On reste dans le même secteur. Mais sur l'aspect créa, ouais, faut être à l'affût parce que quand t'as une trend qui marche bien, si tu la proposes à ton client au bon moment et qu'après tu la pushes bien sur le bon réseau avec la bonne phrase qui marche bien, il peut faire des millions de vues. Alors que si tu la pushes un peu trop tard, il y aura déjà des marques concurrentes qui l'ont déjà faite, par exemple. Ok. Et maintenant, question à Sixtine. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui monte un média? T'es pas en train de demander la dernière clé? Non, c'est pas la dernière clé. C'est juste là pour spécialiser dans leur domaine. C'est-à-dire quelqu'un qui veut se lancer dans un média, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De choisir le bon réseau social sur lequel se lancer, mais en faire focus sur un seul. Un seul? Ouais. Ok. T'avais focus sur lequel, toi, du coup? Alors nous, on avait fait YouTube, mais parce que on mettait des vidéos très longues. Mais en fait, ça dépend évidemment de ce que tu veux faire et de la taille des contenus, hein, etc. Bien sûr, mais soit YouTube et un seul réseau social, mais pas tout en même temps. En fait, mieux vaut être, et c'est Gaspard G qui disait ça, il avait bien raison, mieux vaut être le roi sur une plateforme que être un prince sur toutes les plateformes. Il a bien raison. C'est vrai. Donc en fait, c'est vraiment, tu choisis ta plateforme en fonction des sujets que tu vas aborder et à qui tu veux t'adresser. Et après, juste, tu ponces la plateforme à fond pour la connaître par cœur et après, tu shootes un maximum de contenu, en fait. Ouais. Et une fois que tu as vraiment bien compris un réseau social et que tu as bien marché dessus, là, tu peux, je pense, en plus que tu as pris un peu de recul, tu peux développer d'autres réseaux sociaux. Mais le truc qui est quand même assez paradoxal, c'est que maintenant, Instagram, c'est quand même beaucoup calqué sur le modèle TikTok avec les Reels, etc. Donc, est-ce que pour toi, il ne faut pas combiner les deux? C'est-à-dire que Si. tu peux combiner... T'as des réseaux sociaux comme, oui, typiquement TikTok, Short YouTube, TikTok et Insta, tu peux mettre le même contenu. Voilà. Moi, je publie le même réel. chose. Ah oui, te fais pas chier, quoi. Enfin, Ouais. au bout d'un moment, clairement. Mais c'est ce qu'on fait nous, mais je me disais peut-être que typiquement, peut-être qu'en fait, au final, il faudrait peut-être qu'on soit que sur TikTok ou que sur Instagram Non, parce que... Sauf LinkedIn. LinkedIn, on fait du format portrait, mais pour le coup, on fait des vidéos plus lentes, ce qu'on disait tout à l'heure, plus lentes avec, c'est pas grave si tu commences pas par une phrase d'accroche, tu vois. Mais en fait, LinkedIn, ça marche pas, les vidéos. Ah, ça ouais, commence, hein. Moi, je trouve que ça commence à marcher un peu, les vidéos. Moi, franchement, les vidéos. La vie est partagée dessus parce que moi aussi j'ai entendu des gens qui me disaient que ça marchait pas du tout. On a Jérémy Bendayan qui nous a dit mais les vidéos ça va être l'avenir de LinkedIn. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est l'avenir, mais pour l'instant. Ça ne marche pas pour l'instant. Ouais. Ouais, Bendayan, forcément, lui, il est. Ah bah, il va te vendre son il truc. va pas te dire que ça ne marche pas. Moi, je trouve que les vidéos, ça fait pas beaucoup de vues. Mais par contre, il y a un taux d'engagement qui est ouf. Parce que sur la vidéo, t'as beaucoup plus de likes, de commentaires. En tout cas, je le vois sur mes vidéos. Par contre, t'as pas beaucoup de visibilité, t'as moins de vues. Mais t'as quand même un bon taux d'engagement. Ouais, moi, je fais pas plus de vues avec une vidéo. Enfin, je parle pas pour mon profil à moi, parce que moi, je poste pas beaucoup, mais je m'occupe de chefs d'entreprise, notamment Dorian Chavarella de Zelic, petite pub. Et honnêtement, je fais à peu près autant de vues sur une vidéo que sur un carrousel, mais ce sera quand même beaucoup plus, tu vois. Et les carousels, c'est des trucs bien travaillés où je vais bien chercher des articles et je mets bien à peu près autant de temps qu'une vidéo à les faire finalement. Okay. Les carousels, ça met du temps aussi. Ouais, moi je fais plus de vues sur un carrousel, mais en effet, ça prend du temps les carousels. Ouais. Mais il faut qu'on discute de ça parce que j'ai des petites techniques. Du coup, pour vous deux, d'abord, Sixtine, toi, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer sur LinkedIn? Qu'est-ce que je lui conseille? Ouais. Comment il devrait s'y prendre? Bon courage. Il y a tellement de trucs à dire, c'est dur de résumer en une seule phrase. La question qui vient de me tuer là. Alors,
LinkedIn. On se retrouve d'ici un quart d'heure. Ouais, clairement. Non, je vais être rapide. Mais en gros, tu te fais un petit panel de sujets qui évidemment se ressemblent, en fait, à une sorte de ligne édito, un fil rouge, un fil conducteur que tu veux traiter. Typiquement, moi, je prends mon exemple pour moi, ça va être plus simple pour comprendre. Moi, c'est entrepreneuriat, prise de parole en public et personal branding. Et en fait, je poste non-stop des publications qui sont autour qui sont dans ces thèmes-là, mais autour de ces sujets-là. Après, tu fais un post, une idée. Pas plus. Et ça, c'est pareil, une vidéo, une idée, hein. Oui. C'est la même chose pour les réels. Une bonne phrase d'accroche, ça fait 70% du truc, c'est hyper important. 1500 caractères maximum, t'épures bien avec des petits smileys, machin. Petit hashtag, ça peut toujours être utile. C'est pas essentiel, mais ça peut toujours être utile. Et après, tu mets toujours une photo. Ouais, une photo avec. Tu postes, le lundi, je vais me donner les horaires précis. Le lundi, c'est entre 9h30 et 11h. Le mardi, c'est entre 8h et 10h. Le mercredi, c'est entre 9h et 10h30. Le jeudi, c'est entre 8h et 10h. Et le vendredi, c'est à 13h45. Ah ouais, le vendredi, c'est 13h45. Très précis. Ah, ça, tu m'as appris quelque chose. Moi, j'ai fait des stades de porc les vendredis après. Ah ouais? Ah ouais? Ouf. Ah ouais, bien sûr. Ah, incroyable, ça. Ça, je vais Donc, noter. du coup, t'as ça. Et en fait, juste après, c'est la régularité. De poster au moins entre deux et 3 fois par semaine. Ouais. Et normal qu'au début, tu fasses 6 likes, hein, c'est clair. Non, en fait, honnêtement, sur LinkedIn, moi, je me suis rendu compte qu'une grosse partie de l'algorithme, c'était juste de l'interaction avec les autres. Et genre, vraiment, quand tu vas interagir sur les posts des autres, finalement, tu vas te retrouver au top. Et si son truc est un peu intéressant, il va commenter. Après, tu réponds aux commentaires. C'est vraiment plus t'as d'interaction, plus t'arrives à générer à rendre la plateforme dynamique, en fait. Alors, ça, je suis complètement d'accord. Puis c'est aussi la règle du tofu, mofu, bofu, en fait. Tu t'as pas la même façon du tofu, mofu, bofu. Tofu, bofu, mofu. Tofu, bofu, mofu, bofu. Top of tunnel, middle of tunnel et bottom of tunnel. En fait, c'est la règle d'entonnoir le tofu, c'est j'étais en dépression il y a 4 ans, aujourd'hui je me suis relevé de telle et telle manière. Donc en fait tout le monde va liker ton post parce qu'en fait tout le monde te soutient et donc que tu sois dentiste, avocat ou chirurgien, t'as envie de liker et ça parle à tout le monde aussi. Ça parle à tout le monde. Les mots fous, c'est des posts beaucoup plus liés à ta niche. Typiquement, c'est moi qui t'expliquerai comment tu peux prendre la parole. C'est quoi les tips essentiels pour prendre la parole en public? C'est lié à ma niche, donc les gens qui, du coup, ça fait un peu moins de stats, un peu moins de résultats, mais du coup, c'est beaucoup plus ciblé. Du coup, ça te rapporte des taux de conversion d'abonnés et d'engagement beaucoup plus forts, même si t'as moins de vues. Et le dernier, c'est le beau fou, c'est les posts qui ont pour but de convertir en tant que client. Donc, typiquement, je t'expliquerai que là, le Surligneur, on a une nouvelle offre qui va faire ça à ça, et ça va servir de telle et telle manière à faire ça. Et du coup, ça va faire encore moins de likes, encore moins de vues. En revanche, ça va beaucoup plus convertir en client. Okay. Et du coup, t'alternes entre ça, et en plus, t'as aussi les façons t'as 3 différents types de likes, de pourquoi les gens like tes posts. T'as le like de soutien, de bravo, je te soutiens, c'est incroyable, t'as une trop bonne nouvelle, ou alors t'étais en dépression, je te like parce qu'on est ensemble. T'as le like de réciprocité, tu parles d'une compétence, d'un truc que t'as vécu, d'un échec, de qu'importe, la personne va liker parce qu'elle va elle va sentir qu'elle aussi elle a déjà vécu, ou alors elle est d'accord avec toi. Et t'as le dernier, c'est le like dit mindfuck. C'est le like, typiquement, je te dirais qu'en fait, Elon Musk, en fait, ne s'y connaît pas aussi bien que tu le penses dans la tech parce que telle ou telle raison. Tu vas te rendre, mais non, comment c'est possible que, tu vois, donc voilà. Du coup, tu likes parce que ça te surprend. C'est des avis tranchés, quoi. Ouais. Et t'as surtout aussi beaucoup de likes, en mode, parce que c'est la personne, donc je vais liker. Oui, mais ça, du coup, ça arrive pas au début. Pas au début, c'est vrai. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ouais, ça bien sûr. À terme, c'est vrai que même moi, je m'en rends compte, je me dis, putain, mais pourquoi j'ai liké ce post alors qu'en vrai, il m'intéressait pas du tout. Je l'ai juste liké parce que la personne, bien sûr, je la connais et que c'est le soutien. Ouais. Mais ça, c'est important. C'est Oussama Amar qui disait ça te coûte rien de liker le post de la personne alors que lui, ça lui rapporte tellement. Et c'est tellement vrai. Ouais. Donc, mais ça, pour le coup, moi, j'ai fait un petit tri pendant un moment sur LinkedIn. Dès que je voyais un post qui m'intéressait pas, je me disais des 3 petits points, machin, un truc. Et maintenant, mon feed, il est clean de ouf. Enfin, genre, maintenant, si t'as que des posts de Manon et moi, il doit être bien, ton. Non, mais ça, c'est juste que je fais mes devoirs, tu vois. Mais non, en vrai, maintenant, mon feed, honnêtement, j'ai souvent des trucs hyper intéressants de gens que je connais de près ou de loin. Mais enfin, franchement, j'aime de plus en plus LinkedIn, moi, comme plateforme. Tu deviens accro. Et toi, maintenant, c'est pareil? Alors, je rejoins Sixtine sur ses conseils. Si je peux donner un autre conseil, c'est pour la rédaction. Souvent, moi, les retours que j'ai en message, c'est ok, j'aimerais bien me lancer, mais je sais pas de quoi parler, je sais pas comment me lancer, j'ai pas d'idées de post, etc. On a tous énormément d'idées de post. Moi, toute la journée, j'ai des idées de post, je les note directement sur mon Trello, sur mon Notion. Je marque plein d'idées, je les développe pas maintenant. Et en fait, je me fais des séries d'écriture. Donc, je me prends par exemple, je sais pas, 2 heures le lundi, où le but, ça va être de rédiger un maximum de posts et que je vais venir piocher dans mes idées. Donc étape 1, c'est écrire un maximum d'idées. Tu vas voir que quand tu as une idée, comme le disait Sixtine, une idée égale un post, sauf que quand tu vas penser à un truc, ça va te faire penser à un autre truc, etc. Donc c'est un peu un fil conducteur. Tu vas penser par exemple à la prise de parole en public et tu vas trouver 5 choses à dire dessus. Dans ces 5 choses, quand tu vas les développer, tu vas en trouver 10 autres, etc. Et ainsi de suite. Donc le but, c'est écrire des idées, développer ces idées. Une fois que tu les as développées, tu laisses un peu de temps,
le but c'est pas de poster tout de suite parce que t'as pas de recul, tu peux pas vraiment relire ton post, etc. Donc moi j'attends généralement une semaine, je les laisse un peu en brouillon, après je relis mes posts, j'essaye de raccourcir toujours parce que je me dis que les gens n'ont pas forcément le temps, donc une phrase qui fait 2-3 lignes, bam, je la short, je la cut et elle fait une ligne. J'essaye de bien retravailler l'intro et l'intro, la phrase un peu catchy du début et surtout la conclusion, parce que le but c'est d'amener à l'interaction. Donc du coup, si t'as pas de conclusion, si t'amènes pas à créer un débat ou si t'amènes pas à demander en fait des commentaires, des partages, etc., les gens ne vont pas le faire d'eux-mêmes. Donc vraiment intro et CTA, hyper important à travailler. Et après, si je peux donner d'autres conseils sur LinkedIn, ça va être de créer de l'interaction aussi avec les autres personnes. On demande souvent pourquoi moi j'ai pas d'interaction, etc. sous mes posts, mais est-ce que toi tu vas en donner? Est-ce que toi tu vas aller liker les posts des gens? Est-ce que tu vas aller donner du soutien aussi à des gens? Est-ce que tu es visible auprès des autres? Parce que si tu fais un bon commentaire sous un post, tu peux être ultra visible, donc ça peut ramener du trafic aussi sur ton profil, donc ça c'est hyper important, donner de l'interaction. Et l'algorithme aussi favorise les personnes qui utilisent pleinement le réseau social, donc du coup qui va générer de l'interaction chez les autres aussi. Ok. Et du coup, moi, ça m'amène à une question pour vous deux. Vous faites des plans et tout est calculé, tu vois, sur les posts que vous faites sur LinkedIn, ou est-ce qu'il y a quand même une grosse place pour la spontanéité, tout ça? Moi, rien n'est calculé. Bah là, tu disais quand même que tu notais tes idées, ensuite on faisait des posts, mais c'est quoi? C'est le matin même, tu vas venir piocher dans un de tes posts, tu le balances? Ouais, c'est ça. Ou alors est-ce que tu planifies 2 semaines à l'avance et tu dis ok, je vais faire dans ce ordre-là parce que... Je planifie pas du tout mon contenu. Okay. Après, s'il y a un événement ou s'il y a quelque chose qui doit être sorti à telle date, bien évidemment, je vais le sortir en temps et en heure. Mais après, sinon, j'ai vraiment des idées, puis c'est en fonction de ce dont j'ai envie de parler le jour même. Est-ce que j'ai plus envie de parler de quelque chose qui parle à tout le monde? Est-ce que j'ai plus envie de parler de mon business? Est-ce que j'ai envie de parler d'une campagne que je viens de closer avec un client? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, sur mes études, sur quelque chose qui m'a saoulé sur les réseaux sociaux parce que, je sais pas, j'ai vu des haters s'en prendre à Lena Situation comme la dernière fois, là, il y a 2-3 jours, j'avais regardé. Par rapport à Barbie? Non, ça c'était après. Il y a une semaine quand elle a sorti sa... Barbie, c'est quoi le rapport avec Barbie et Lena Situation? Alors Barbie et Lena Situation, il faut remettre en contexte, c'est-à-dire que Barbie a été invitée à l'avant-première aux États-Unis de Barbie. Non, Lena Situation a été invitée à l'avant-première de Barbie. J'ai dit quoi? J'ai dit Barbie a été invitée. Ok, pas du tout. Et donc elle a été invitée aux États-Unis et en fait tout le monde était en mode mais elle est pas du tout légitime. Qu'est-ce qu'elle fout là? Alors que de une, elle avait bossé avec Mattel, elle avait eu sa Barbie à son effigie, et de deux, elle vient de dévoiler qu'elle était la voix française de Dua Lipa. Ouais. Donc elle était quand même plus que légitime d'être là-bas. Clairement. Et puis quand bien même c'est une des plus grosses influenceuses françaises, donc bien évidemment qu'elle a sa place. Non, moi c'était pas sur ça, elle a lancé une nouvelle série sur YouTube qui parle justement d'entrepreneuriat, de comment elle a lancé Hôtel Mafouf, ses concept stores, etc. Et j'ai trouvé ça bien justement qu'une influenceuse puisse montrer l'aspect thune, l'aspect galère aussi de louer des studios pour créer son concept store, etc. En fait, tout ce qu'on voit pas, la face un peu cachée de l'entrepreneuriat, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et du coup, je l'ai mis en post LinkedIn. En fait, le soir, j'ai regardé la vidéo. Le matin, en allant au travail, j'avais 10 minutes de route, j'ai écrit mon post en marchant. Et du coup, je l'ai posté. Donc, ça peut être quelque chose de très spontané, comme quelque chose qui est dans mes brouillons depuis un mois. Voilà. Ok. Trop bien. Bah, écoutez, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Moi, vu que vous êtes toutes les deux hyper pragmatiques et que vous avez donné plein de conseils, j'ai envie de vous demander une dernière clé à toutes les deux. Donc, la dernière clé, la question est la suivante. Quelle est, selon vous, la clé que vous pouvez ajouter au trousseau des jeunes entrepreneurs? Une clé qui vous représente, qui correspond à vos valeurs, à qui vous êtes, à ce que vous avez déjà réalisé et à ce qui vous tient à cœur. Voilà, qu'est-ce que c'est que la clé, le conseil en or, en gros? Qui veut bah moi ça serait d'oser. J'ai un podcast d'ailleurs qui s'appelle Oser marketer. En gros, je pense qu'aujourd'hui on a vraiment peur d'essayer, on a peur du regard des gens. On se dit toujours ok, mais et si ça merde, et si j'arrive pas, et si. Et le problème c'est qu'on se lance jamais. Personne n'est mort d'un échec, c'est pas grave, on s'est tous trompés. Moi la première, je fais des erreurs tous les jours et c'est pas grave parce qu'au moins on apprend toujours des leçons, etc. Donc c'est hyper important. Moi je dirais oser essayer et surtout ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur du regard des gens parce que au final, ils sont là pour pointer du doigt quand ça marche pas, mais quand ça fonctionne bien, après ils envoient tous des DM pour savoir comment on a fait. Donc voilà, ne pas avoir peur du regard des gens et oser.
je crois que c'est l'homme pâle, il dit l'amour des collègues c'est un moteur de Ferrari, la haine des jaloux c'est un moteur de jet. T'es vachement... Non, Tout à l'heure, c'est qui m'a refait une référence de rap tout à l'heure, l'un de vous deux là? Je sais pas. Non. JBL? Non, je sais pas. Ah, PNL. Ah, Ouais, PNL. c'était ouais, PNL. ouais, t'as C'est vrai raison, que c'était, oui, c'est vrai, Ouais, c'est vrai que c'était c'était- le gars. Ouais, il est très rap français, Lucas. Ouais, je suis très en français. Faut que je lui fasse écouter d'autres choses, mais. Non, c'est mort. Ouais, je devrais écouter du rap américain avec Valentine. Merci. Mon Dieu, je déteste ça, c'est atroce le rap. on va pas T'écoutes s'en quoi, prendre. toi? Allez, vas-y, maintenant dis. Des musiques années 80 commerciales. Ok. Écoute du JBL. Non, mais tu vois, tout ce qui est Avicii, ABBA, voilà, ça, je kiffe. Ça, tu kiffes, ok. Bref, Bon entendeur, c'est bref. plutôt vrai ce qu'il Ouais. dit l'homme pâle quand même. Merde. Certes. c'est vrai. Ouais, Ok, toi, du Sixtine, coup, ta dernière clé. Moi, je dirais que le plus important, d'ailleurs, dans tout ce que tu feras dans toute ta vie, mais dans l'entrepreneuriat, c'est la force du collectif, qui est beaucoup trop sous-estimée. Je parle pas que du côté de choisir, enfin, je parle pas que du côté même de le faire avec un associé. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence de ne pas être solopreneur. En plus ça avance, là, plus les années arrivent, plus en plus avec tous les réseaux sociaux, des machins, enfin, c'est vraiment hyper important. Mais je parle vraiment aussi l'entourage autour de toi. Parce que, évidemment, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Mais du coup, ça fait aussi que ça te pousse à aller plus vite, aller en avant, à comprendre mieux aussi auprès de d'autres gens qui sont dans l'entrepreneuriat, font des business, mais d'autres business un peu similaires ou non. Mais en fait, ça te fait grossir beaucoup plus vite. Et en fait, du coup, tu construis à la fin un quartier et pas une tour tout seul. Ouais. Et donc, c'est hyper important de s'entourer de gens qui sont évidemment bienveillants, mais qui sont aussi très honnêtes, qui ont aucun problème de te dire exactement ce qu'ils pensent, que ça va t'aider. Mais ils le font avec beaucoup de bienveillance. Et ça, en fait, que des vrais amis avec qui t'es bien entouré le font. En tout cas des gens sains, et l'entrepreneuriat, t'as beaucoup de collectifs, et ça c'est vraiment pour moi la chose la plus importante, parce qu'en fait évidemment le culot, oser, la rigueur, ce que tu veux, bien sûr, mais en fait le collectif c'est ça qui fera que t'iras toujours plus loin et plus vite que les autres, Et c'est hyper stimulant en plus. et c'est hyper Ça stimulant. va toujours te pousser à faire plus. Ouais. Bah non, mais c'est beau. Ok, bah il y a beaucoup à faire. Hein. Là, on est plein de Non, mais c'est vrai, motivation, c'est vrai. cool. C'est des clés qu'on avait déjà eues sous d'autres formes dans le podcast, mais c'est des vraies clés qui sont vraiment à mettre en place. Si toutes ces personnes vous le répètent, c'est peut-être pour une raison. j'ai envie de Ouais, dire. mais c'est vrai. Donc, Trop cool. merci pour l'invite. Merci C'est à pour vous. tout ça. On arrive à la fin. C'est Est-ce que moi qui peut-être invite. on peut vous suivre, du coup sur LinkedIn, évidemment. Ouais, LinkedIn, Insta, TikTok, partout. Ok. Ok, bah, donc écoutez. Sixtine Moulet-Berthaud et Manon Roch. Exactement. Et pas Roche. Parce que, Et pas alors, Roche. voilà, parce que moi je l'appelais Manon Roche avant. Tu n'es pas le seul. Il y a pas Et en de fait, E. ça sonne, y a pas ça de- sonne y a mieux. pas de E. Je Mais comprends pas, je mais... sais, mais ça sonne mieux. Bah, Ouais, non. Alors, moi, je trouve ça mon plus beau-père- stylé. Mon beau-père, il s'appelle Jean-Christophe Mock. Ok. Et genre, il n'y a pas de E. Les gens disent parfois Monsieur Moche. Non, c'est genre les touristes, ils comprennent rien. Non, Ouais. pas du tout. Et non, il n'y a pas de E. Il donc n'y a c'est pas de rock. E. donc, Bah, mais un cas en fait. Ouais, bah oui, bien sûr, je vais changer juste pour toi. Non, moi je savais parce que figure-toi que ma prof d'espagnol s'appelle Madame Rock. Donc Ah, gros big up parfait. Madame Rock. J'avais beaucoup de big up aussi. Beaucoup de big up, beaucoup de rap. Bon bref, il est Ouais, temps de clairement. conclure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si Merci. l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et ça envoie de la force, ça fait plaisir. Merci un Mathéo. petit like, à vous abonner. Voilà, ça fait c'est ça. toujours Pouce bleu. plaisir pour le référencement quand Mais même. oui, Voilà, il c'est ça. faut. Non, mais merci Lucas, merci les filles. On a passé un super moment. J'espère que vous avez appris plein de choses. Enfin, nous en tout cas, on a bien aimé et on a beaucoup appris. Et je pense qu'on peut annoncer dès maintenant que cet épisode est le dernier de la saison 1 et que Ouais. le prochain épisode, c'est juste un petit débrief de toute cette saison avec Mathéo. On va revenir un peu sur toutes les clés que nous ont donné les différents entrepreneurs qui sont venus. Et ça sera aussi l'occasion pour vous de nous découvrir un petit peu plus, Mathéo et Et moi. de en savoir tant que- nos clés à nous. Enfin, qu'est-ce qu'on aspire. Voilà, ce à quoi on aspire. Donc voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour ce fameux épisode avec Mathéo. Et on se dit à la prochaine. Merci les filles. Merci à vous. Merci. Ciao.